Bonjour et bienvenue pour cette troisième émission du Monde Cities spécial mobilité de demain. Aujourd'hui, vous comme moi, pour voyager, on a le choix. Il y a les métros, les bus, les tramways, les vélos et même des trottinettes électriques. Mais lesquels choisir pour voyager facilement ? Comment s'y retrouver parmi les dizaines d'applications liées à ces nouveaux modes de transport et comment jongler facilement de l'un à l'autre? Eh bien pour cela, il y a un nouveau concept baptisé le MaaS. MaaS pour Mobility as a Service. Pour tout comprendre, pour décrypter ce nouveau phénomène, eh bien je vous propose des reportages, des témoignages et de retrouver des invités en plateau. C'est parti. Nathalie Appéré, bonjour. Bonjour. Michel Husso, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette troisième émission sur les mobilités de demain. Alors, un brin de présentation avant de rentrer dans le vif du sujet. Nathalie Appéré, vous êtes maire de Rennes depuis 2014 et vous êtes présidente de Rennes Métropole depuis 2020. Et Michel Husso, vous êtes géographe et vous travaillez sur l'organisation de l'espace urbain. Et vous êtes aussi l'auteur de Chroniques de Géo Virales. Alors, avant d'aller plus loin, de débattre sur ce MaaS dont on a parlé en introduction, je vous propose de partir sur le terrain avec la journaliste Fanny Lamel. Elle est partie à Mulhouse pour nous montrer concrètement en quoi consiste un MaaS. Si je vous disais qu'il existe une solution pour éviter à la fois les gaz à effet de serre, la pollution et les embouteillages, vous me croiriez ? Eh bien, vous devriez. Ça s'appelle les MaaS. MaaS pour Mobility as a Service. Cet acronyme ne vous dit peut-être rien, et pourtant, il serait le Graal pour de plus en plus de métropoles. Son rôle ? Révolutionner la mobilité. Comment ? Venez, je vais vous montrer. Pour ça, je me rends à Mulhouse, la première ville en France qui a mis en place un système de MaaS. C'était en 2018 et ça s'appelle le compte mobilité. Anne est une utilisatrice de la première heure du compte mobilité. Elle habite cet immeuble, la Tour de l'Europe, qui est un des symboles de la ville de Mulhouse. Merci. Voilà, donc on a une vue sur tout l'ensemble de la cité, l'agglomération et au-delà. Avec les vélos du compte mobilité, on peut quand même aller assez loin, aux limites de la partie qui est construite, que vous voyez ici. Pour accéder au compte mobilité, Anne utilise une application installée sur son smartphone. Elle permet d'acheter des tickets de bus ou de tram, de louer un vélo, de réserver une voiture en autopartage, d'accéder à des parkings, de s'abonner à un réseau de transport ou d'en connaître les horaires. Et ça, pour toute l'agglomération. Il y a 2 ans, Anne et son conjoint ont décidé de se passer de voiture personnelle. Ils se sont mis à l'autopartage, un service accessible avec le compte mobilité. La plupart des transports qui sont inclus dans le compte mobilité, je les utilisais déjà, si ce n'est les voitures. Les transports en commun, très épisodiquement, ce qui fait que maintenant, en fait, j'utilise beaucoup plus. Donc le vélo, j'ai continué à l'utiliser énormément. Je prends une voiture quand j'ai besoin de faire des courses ou d'avoir quelque chose à faire un peu plus loin que le périmètre qui est couvert par les vélos. Plus besoin de télécharger 3, 4 ou 5 applications pour utiliser tous ces services en même temps. Moins d'applis, des tarifs avantageux et un service adapté aux demandes et aux habitudes des consommateurs. En clair, le but des MaaS est de faciliter les déplacements des citadins. Car plus ils auront accès facilement aux transports en commun et aux services de location, plus ils les prendront et moins ils opteront pour la voiture. Résultat, embouteillage et pollution diminueront au cœur des villes. Alors aujourd'hui, on est à plus de 8000 utilisateurs. L'objectif qu'on s'était fixé était de 10 000 utilisateurs à la fin de l'année 2021. Bon, avec la crise sanitaire, 8000, ça nous paraît déjà très satisfaisant. Et ce n'était pas gagné d'avance pour changer les habitudes de transport. Mulhouse est une ville qui était essentiellement liée à la voiture. Aujourd'hui, ce sont encore des espaces qui sont très grands, facilement accessibles en voiture. C'est le fruit de l'histoire. La ville de Mulhouse travaille également pour contraindre un petit peu les véhicules à rester plus à l'extérieur et donc faire une partie plus verte et mobilité douce au centre-ville. Esteban habite aussi à Mulhouse et part régulièrement travailler à Strasbourg. Là, on est en fin de journée, je suis devant la gare et il ne va pas tarder à rentrer du travail. Bonjour Esteban. Bonjour. Des fois, je peux prendre le vélo 5-6 fois dans la semaine, des fois le tram 5-6 fois dans la semaine, ça dépend vraiment de la météo.
En fait, ce qui est pratique, c'est que son téléphone, on l'a toujours sur soi. Et donc du coup, on peut vite, même si on a oublié sa carte bancaire, on peut vite prendre un ticket de tram, un vélo, juste avec son téléphone. Je vais valider mon ticket. Hop, je suis dedans, je valide. Avec l'application, le billet de tram, il est à 1,20 € au lieu d'1,40 €. Donc en plus de la simplicité, c'est moins cher. L'application est facile à utiliser. Mais comme Anne et Esteban, les utilisateurs aimeraient pouvoir s'en servir en dehors de Mulhouse. Moi qui suis abonné au TER, parce que je travaille à Strasbourg, le fait d'avoir en plus mon abonnement directement sur l'application, ça me permettrait d'éviter de recharger chaque mois mon abonnement. Et ça tombe bien, car cela fait partie de la réflexion pour la prochaine version de l'application du compte mobilité. On a aussi la volonté de continuer à développer les services vers le train, vers le covoiturage. C'est quand même un sacré défi. On dit que chaque service de transport est compliqué et tous ces services compliqués, on veut les mettre dans une seule application et on veut que le résultat soit simple. Mettre en place un système de masse n'est donc pas si simple, notamment en zone rurale. Car pour proposer ce type d'application avec plusieurs services, il faut déjà que ces services existent. Or, dans les zones peu denses, les offres de mobilité sont limitées. Si la population est clairsemée et les distances plus longues à parcourir, cela complique aussi l'implantation d'un MAS. Une autre problématique que posent les MAS est celle des plateformes privées. Car les services peuvent être développés par des agglomérations, comme à Mulhouse ou Vienne, mais aussi être proposés par des entreprises privées, comme c'est le cas à Helsinki avec l'application WIM mise en place depuis 2017. Mais si ce type d'offre est séduisante pour les usagers, il y a un risque. L'entreprise privée peut finir par privilégier les services les plus rentables pour elle et ne plus participer au développement d'une mobilité durable pour tous et sur tous les territoires. Et le concept séduit tellement que des entreprises déjà bien installées, comme Uber, cherchent de plus en plus à développer leur propre masse. Ont une grande base de clientèle sur laquelle ils peuvent s'appuyer pour proposer des nouveaux services. Les services de VTC, ils proposent les trottinettes, ils proposent des vélos, ils proposent maintenant inclus même les transports en commun, aussi en Île-de-France. Mais qu'elles soient publiques ou privées, l'un des impératifs pour que les masses fonctionnent, c'est que les gens les utilisent. Et pour Julia Janke, il y a une chose importante que l'application doit prendre en compte, la voiture personnelle. Il faut alors proposer des solutions alternatives aux automobilistes. Il y a du covoiturage ou se stationner gratuitement si on est abonné au transport commun, ce qui se fait aussi déjà. Ou intégrer la voiture dans le calcul d'itinéraire, ce qui n'est pas toujours le cas dans les masses qu'on a pu recenser. Aujourd'hui, les masses se développent progressivement, comme à Mulhouse, Saint-Étienne, Montpellier ou encore Saclay. Une loi pourrait accélérer ce processus, la loi d'orientation des mobilités, l'OM. Dès la fin 2021, elle obligera les opérateurs de transport à partager leurs données pour permettre, entre autres, le développement des services numériques de mobilité. On pourrait alors voir arriver de nouveaux MAS un peu partout en France. Encore faut-il convaincre les utilisateurs. Alors Nathalie Appéré, on était à Mulhouse, on revient à Rennes. Parmi les propositions pour votre deuxième mandat de maire en 2020 figurait la création de 5 lignes de bus, l'aménagement de 100 km de pistes cyclables sécurisées et la gratuité des transports en commun pour les moins de 12 ans. Est-ce qu'un MAS, ça pourrait être utile justement pour agréger tous ces transports ? Je crois que la plus grande innovation en matière de mobilité ces dernières années, c'est pas en termes de véhicules, de nouvelle énergie, c'est le smartphone. Tout simplement. Et c'est ce qui nous oblige ou ce qui nous permet de passer à ce qui était une politique qui était traditionnellement orientée vers les transports. Longtemps, vous avez eu dans les villes des adjoints au transport parce que on pensait les grandes infrastructures et on pensait les usages à l'échelle des groupes. Aujourd'hui, on a la possibilité de s'adresser à l'individu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas encore de responsabilité sur les transports. Et de répondre par différentes mobilités, différentes modalités, selon à quel moment de la journée on se situe, selon son propre parcours. Parce que si on se situe à l'échelle individuelle, on va être le matin usager du transport en commun, le midi, le cas échéant, en vélo électrique qu'on aura pu prendre disponible sur l'espace urbain, et puis le soir parce que on
va aller voir un parent à 30 km, on aura besoin d'une voiture idéalement en autopartage. Et donc, cette mobility as a service, c'est une manière d'optimiser les déplacements, de s'adresser à chacun. Mais le smartphone, il n'est pas la réponse transport en soi. Il est ce qui permet de les articuler au maximum, de faire en sorte que ce soit fluide. Mais ça veut dire qu'à côté de ça, il faut développer toute la palette de services qui permettent véritablement de répondre aux besoins. Il faut déjà une offre de transport bien implantée. Vous avez testé un service de masse qui s'appelait Star avec Keolis. On peut en tirer un premier bilan, c'était en 2018. C'est effectivement, alors ça prenait la suite d'une réflexion déjà ancienne, notamment sur la billettique, ce qu'on appelle nous Corrigo Service. Comment est-ce qu'on peut, sur sa carte d'abonnement transport en commun, accéder à différents services? Et surtout, ça a été dit dans le reportage, comment est-ce qu'avec cette même carte, on peut aussi utiliser le réseau TER qui est mis en place par les régions ou bien des réseaux de transport dans d'autres intercommunalités. Parce que cette question de la fluidité des différentes échelles, c'est vraiment important. Et puis, on a mis en place cette application pour faciliter la connaissance et l'usage des solutions de mobilité. Et puis aussi pour avoir, parce que je crois que c'est aussi notre rôle de collectivité, des garanties par rapport à cette question des données personnelles, parce que le diable peut être parfois derrière l'innovation technologique si on n'a pas l'acuité de regard pour se dire attention, mes données, elles vont où? Alors qu'elles servent à de l'innovation, qu'on ait de l'open data pour que un certain nombre d'entreprises du numérique, de start-up puissent créer des innovations, c'est une excellente chose. Mais comment est-ce qu'on ait aussi un tiers qui garantit que les données personnelles, elles sont protégées, elles n'ont pas vocation à être vendues et elles préservent nos libertés. Donc cette application, elle sert aussi à garantir la sécurité et la liberté tout simplement des habitants et des usagers des transports. Et à mieux connaître du coup les habitudes des usagers. Michel Lusseau, des data, ça permet aussi de voir un petit peu comment s'organise l'espace urbain. Oui, vous savez, cet exemple montre que, en fait, au jour le jour, en raison même de ce que sont nos modes de vie, l'individu réalise sa mobilité au quotidien à l'aide de plusieurs modes de déplacement différents. Voilà, comme j'ai l'habitude de le dire, chaque individu aujourd'hui est un peu le logisticien de sa vie quotidienne. Nous sommes des opérateurs de logistique, c'est ce que vient de montrer le reportage. Et on pioche dans une base en fait. Et comme toute logistique, la logistique du quotidien a besoin d'être optimisée. Le MaaS, ça sert à ça, c'est optimiser la logistique. Donc en soi, c'est tout à fait intéressant parce qu'on sait que parfois, il y a des entraves aux mobilités qui sont liées à la méconnaissance des modes possibles, à la méconnaissance des trajets ou à des difficultés billettiques, par exemple, des difficultés de transport de mode à mode, au-delà même des difficultés parfois d'accessibilité physique parce qu'il faut aussi travailler la fluidité des interconnexions. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais je crois qu'on peut aller plus loin. Parce que si l'on n'y prend pas garde, le MaaS peut devenir simplement quelque chose qui optimise les logistiques, mais pour de mauvaises raisons. Je prends un exemple. Si une application MaaS optimise les déplacements simplement pour faire en sorte que l'usager aille toujours plus vite, ça peut être très bien pour l'usager, mais ça peut être tout à fait néfaste en termes de coût environnemental ou de coût social. Donc ne pourrait-on pas inventer des MaaS, ça existe déjà d'ailleurs, qui différencient les trajets et les modes en fonction de leur impact environnemental? Est-ce que nous ne pourrions pas finalement avoir des sortes de variations entre modes, entre types de trajets qui permettent à l'usager de devenir de plus en plus conscient des impacts environnementaux et des impacts sociaux de ces mobilités et de choisir les modes qui seraient non seulement les modes les plus satisfaisants pour lui en termes de gains de temps, les gains de temps sont souvent d'ailleurs assez dérisoires, mais qui seraient en fait des choix qui permettraient d'aller dans le sens de l'intérêt général et d'aller aussi dans le sens de l'intérêt environnemental. Il me semble que c'est vraiment ça l'avenir et de ce point de vue-là, ça militerait plutôt, me semble-t-il, pour que les MaaS soient toujours opérés ou au moins supervisés par la puissance publique. Parce que je ne suis pas certain qu'un certain nombre d'opérateurs dont vous avez parlé aient véritablement cette question à l'esprit lorsqu'ils développent leur propre MaaS. D'ailleurs, l'un des objectifs du MaaS, c'est aussi donc de mobiliser les citoyens pour qu'ils prennent davantage les transports en commun et donc on ait un usage
plutôt vers des mobilités qu'on peut utiliser au quotidien. Avant d'aller plus loin et de rejoindre de nouveaux invités, je vous propose de retrouver le point de vue du ministre délégué au transport, Jean-Baptiste Djebbari. Il nous partage sa vision du MaaS. Je pense que dans 10-15 ans, on aura d'abord appris à se déplacer un peu différemment. On a beaucoup évolué ces dernières années avec l'émergence des VTC qui sont venus compléter les taxis, par exemple, ou avec l'émergence du vélo en libre-service, des trottinettes, qui petit à petit se sont insérés dans nos quotidiens. Après, ce que je souhaite, c'est que ce soit disponible partout en France, qu'il n'y ait pas des grandes métropoles qui soient bien servies par des masses et des territoires ruraux qui soient un peu oubliés par ces nouvelles technologies, qui sont aussi des opportunités économique. Je crois vraiment fondamentalement que ça peut faire changer les habitudes et je prends un seul exemple, c'est ce qu'on appelle l'éco-scoring de la mobilité. Autrement dit, au lieu d'avoir un classement de vos déplacements par prix, vous voyez finalement votre empreinte carbone sur un trajet avec différentes propositions en cumulant, je sais pas, du tramway ici, du vélo là, un peu de marche là, du métro. Et je pense que c'est une façon finalement assez ludique et très efficace sur le plan du déplacement et de la conscience de chacun en vue de lutter collectivement contre le réchauffement climatique, que d'avoir des applications qui vous permettent d'appréhender non pas votre déplacement par le prix, mais votre déplacement par finalement sa contribution carbone. Et moi, je pense que tout ça, et d'ailleurs les deux n'étant pas forcément incompatibles d'ailleurs, tout ça effectivement participe d'une nouvelle façon d'appréhender les déplacements de voyage, et je suis convaincu que ça peut changer effectivement des habitudes. Alors, de nouveaux invités nous ont rejoints sur ce plateau. Laura Papet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice associée du pôle transport et mobilité chez PMP Conseil. PMP Conseil, c'est un cabinet qui accompagne les collectivités dans le développement des MaaS. Bienvenue. Tout à fait. Et Olivier Rasmont, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde et spécialiste des mobilités. Alors, je donne la parole à ma droite. Laura Papet, on peut aujourd'hui, on le disait avec Nathalie Apperet tout à l'heure, tout faire quasiment avec un smartphone qu'on a dans la poche. Mais prendre un ticket de bus, c'est parfois un peu compliqué. Est-ce que les transports en commun ou les collectivités sont un peu largués en matière d'innovation et en matière de numérique dans le domaine des transports ? Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'elles soient larguées, mais effectivement, on a mis en place au fur et à mesure des années des outils biétiques techniques extrêmement complexes, alors surtout dans les grands réseaux, plutôt pas dans les petits, qui aujourd'hui sont des contraintes quand on essaie d'intégrer l'ensemble des mobilités sur un parcours client finalement unifié. C'est une des difficultés, cet aspect outil, mais ce n'est pas le seul. On a également un problème de territoire de compétences. Donc on a plusieurs collectivités, plusieurs échelons qui ont des compétences sur un même bassin de vie. Je pense qu'il ne faut pas, comme ça a été dit avant, opposer un MaaS rural et MaaS des villes. La bonne échelle de réflexion, c'est vraiment le bassin de vie. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le découpage territorial ne correspond pas à ces bassins de vie. Et donc on a aussi et surtout, je pense, côté collectivité, une complexité du fait de ces compétences qui sont réparties entre la région, pour le ferroviaire, les communes, pour la voirie, le stationnement voirie, les métropoles, etc. Donc il y a avant tout cette complexité-là à gérer si on veut proposer un parcours sans couture comme ça a été présenté à Mulhouse. Donc Olivier Rasmont, est-ce qu'on peut dire que le MaaS est d'abord une organisation et une stratégie avant d'être une technologie ? Oui, c'est indispensable. Parce que dans la vraie vie, le MaaS, c'est l'intermodalité. L'intermodalité, les spécialistes des transports adorent ce mot parce que ça fait moderne. On passe de l'un à l'autre, du bus au train, ensuite au vélo, à la voiture, tout ça. Dans la vraie vie, pour les gens, c'est juste casse-pied. Les gens, ils veulent juste un seul moyen de transport. La plupart du temps, d'ailleurs, ils le font tous. Ils ont leur moyen de transport. La plupart du temps, c'est la voiture. Parfois aussi, c'est le vélo. Parfois, c'est le bus. Et donc, je pense que quand on est confronté à la réalité de la mobilité, on voit quoi ? On voit des arrêts de bus illisibles. Parfois, c'est une feuille volante qui a pris la pluie, qui a pris le vent. On voit, et ça, c'est vraiment des exemples concrets que je vois régulièrement. Dans le fameux MaaS, très bien, il y a une application de covoiturage qui, malheureusement, a changé de nom il y a 6 mois. Parce que les dirigeants ont décidé de changer le nom. Ou alors il y a un bus qui passe, mais pas aux horaires qui sont annoncés. Ou alors devant la gare, le trottoir est plein de flaques d'eau. Donc je vois, voilà, il y a tellement de choses à faire. Ne serait-ce que d'abord sur le site parfois des transports publics. Moi, ça me frappe sur les sites quand on cherche dans une ville moyenne, par exemple, pour aller d'un endroit à l'autre. Parfois, on a du mal à trouver un plan sur le site. On a du mal il faut absolument renseigner une adresse exacte de l'endroit où on part, l'endroit où on arrive, alors qu'en fait, finalement, on peut marcher. Si on dit, par exemple, je vais de la gare à l'hôpital, ça devrait suffire. Voilà, il y a quand même toute une série de choses qui pourraient être améliorées
peut-être pas avant le MAS, mais au moins en même temps. Et j'ai un petit peu peur qu'on se focalise uniquement sur cette avancée technologique, alors qu'en fait, il y a tellement de choses à faire dans la vraie vie. Moi, ce que j'arrête pas de dire aux élus, c'est commencer par prendre les transports, regarder ce qui va pas, et après, on changera, vous changerez sans doute aussi la manière de fonctionner. Vous me voyez venir, vous les prenez, les transports, Nathalie Laterre, vous constatez ces limites? Qu'on puisse toujours mieux faire, très, très certainement. Mais comme on se le disait tout à l'heure, le MAS, c'est ce qui permet de connecter les différents modes, les différentes solutions. Mais si les solutions elles-mêmes ne fonctionnent pas, je pense effectivement que ça ne sert pas à grand-chose. Mais cette fluidité, c'est malgré tout ce qui nous permet à la fois de faciliter la vie et puis de ne pas perdre de vue nos ambitions de qualité de vie, de transition écologique et de faciliter aussi le report vers des modes qui sont moins naturels. Parce qu'effectivement, il y a des moments où c'est moins naturel de prendre autre chose que sa voiture, mais quand on se rend compte qu'on va aller plus vite, que ça va être plus performant, s'il y a des alternatives performantes, alors à ce moment-là, on va pouvoir les utiliser. Je voudrais vraiment rebondir sur cette question des échelles, parce que je pense que c'est vraiment une difficulté à laquelle on peut être confronté. On parle souvent du millefeuille français, avec toutes ces collectivités territoriales empilées. Moi, j'ai renoncé au jardin à la française, où il y aurait définitivement qu'un seul interlocuteur pour une compétence, parce que la vie, elle est plus complexe que ça, et de toute façon, il y aura toujours pas mal d'intervenants. Par contre, je crois vraiment que c'est un enjeu de coopération qui est extrêmement important. Nous, ça fait depuis plusieurs années qu'au titre de notre pacte métropolitain, on a souhaité mettre les transports comme l'opportunité de coopération avec tous les territoires qui nous environnent. Tout simplement parce que les déplacements, ça connaît pas les frontières administratives. Et ça dit pas, ça c'est telle intercommunalité, donc la piste cyclable s'arrête là, ou je suis obligé de changer de bus ou de changer de billet. Donc si on veut être efficace collectivement, éviter aussi des aberrations, parce qu'on n'est pas à l'abri de certaines aberrations si chacun regarde uniquement son précaré, on a vraiment besoin de ces coopérations à l'échelle des bassins de vie. C'est sur les bassins de vie qu'on se déplace au quotidien. Michel Husseau, vous les voyez parfois ces aberrations dans l'espace urbain, comme l'explique Nathalie Appéré? Ah oui, mais ça, il faudrait être aveugle pour ne pas les voir, parce que c'est plutôt la règle commune. Oui, les bassins de vie sont complètement dissociés des structures politiques et bien souvent aussi des autorités organisatrices des transports publics. Et ça, c'est une caractéristique française qui est tout à fait préjudiciable à l'évolution de nos conceptions de la mobilité. Et puis Olivier Razemont a eu raison aussi d'insister sur le fait qu'un des avantages comparatifs énormes de la voiture, c'est son confort. C'est sa facilité. La croyance du confort. La croyance du confort. Oui, parce que finalement, dans les transports en commun, on peut lire. Le fait qu'on a l'impression que c'est moins aléatoire, que c'est plus maîtrisé, qu'on va pouvoir être beaucoup plus tranquille dans sa petite bulle personnelle. Donc, il y a un enjeu considérable qui est de faire en sorte que, par exemple, les transports publics ne soient plus gérés simplement dans une perspective d'ingénieur, vous voyez, où il faut faire passer beaucoup de flux dans des gros tuyaux, mais dans une perspective d'usager, dans une perspective de confort, de sûreté, de compréhension de la façon dont on peut aller d'un point à un autre, en sachant que aller d'un point à un autre, c'est pas simplement un déplacement dans l'espace, c'est aussi un déplacement dans le temps. La mobilité, c'est une affaire d'espace et de temps, parce que la mobilité, c'est aussi des choix de l'agenda, des choix de calendrier, des choix d'horaire. Donc là, le MAS peut aider. Mais encore une fois, ça n'est pas la baguette magique qui va nous permettre de tout régler. Parce que d'abord, ce qu'il faut penser, c'est la mobilité des individus dans leur globalité. Et cette mobilité, qu'est-ce qu'elle exprime ? Elle exprime tout simplement leur manière de vivre au quotidien. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et on revient à ce problème de la déconnexion de nos approches mobilitaires, technocratiques, avec ce que sont les bassins de vie au jour le jour, les mobilités au quotidien et les contraintes de vie des individus dans leurs différentes localisations. Et justement, les individus, donc on veut améliorer les transports, mais justement, il faut convaincre alors les citoyens d'abandonner cette voiture. Oui, en fait, un MAS, aussi beau soit-il, dans un endroit de centre-ville où il y a à peu près, ou de ville au sens large, où il y a à peu près déjà tout, où il y a déjà du tram, où il y a déjà un métro, où il y a déjà du bus, de vélo, etc., plus les opérateurs privés qui sont là, en fait, c'est pas ça qui fera changer les comportements, parce que là, les gens connaissent les modes, ils savent qu'en voiture, ça va être compliqué. Bon, mais si par contre, justement, ils savent pas forcément qu'en voiture, ça va être compliqué, ils vont croire que ça va être simple. Et c'est là un autre intérêt, peut-être, qui est un petit peu laissé de côté par
alors je fais des critiques, mais je peux aussi dire des choses positives sur le MaaS. Mais simplement, l'idée de toute technologie qui amène la fluidité. Donc en fait, il faudrait que tout transport qui commencerait en bus et puis tout ça devrait être absolument fluide. Mais il y a plein d'autres avantages quand on ne prend pas la voiture. Et il y a plein d'autres conforts. Il y a d'abord le temps qu'on a pour soi. Il y a le fait que le bus ou le tram, on n'a pas à le garer. Il y a le fait de faire de l'exercice quand on est sur un vélo. Et tout ça, les usagers le savent. Et donc, quand les transports publics disent « Regardez, le MaaS va vous permettre de presque de singer la voiture », ben moi je dis « Attendez, vous avez plein d'autres avantages. Mettez-les aussi en avant parce que les transports publics, c'est vraiment quelque chose qui fait... Alors, je ne vais pas dire qu'il fait le bonheur des gens, parce qu'on ne sait sans doute pas à dire là-dessus, mais au moins qui permet plein d'autres choses dont les gens n'ont pas forcément conscience. Et alors quand même un truc positif, c'est que tout ça permet, mais Michel l'a déjà dit un petit peu tout à l'heure, mais de faire se rencontrer les opérateurs. Et vous l'avez dit, Madame Appéré, également d'une autre façon, c'est en fait on a des opérateurs qui sont chacun dans leur silo, et malgré tout le fait d'être obligés, comme à Mulhouse, de travailler sur un MaaS, en fait ils doivent se rencontrer, y compris des privés, et ça c'était pas gagné d'avance. Laura Papet, justement, vous aidez les collectivités à développer les systèmes de MaaS. Comment on fait s'asseoir autour de la table tous ces gens-là? Déjà, je pense qu'il faut se mettre collectivement d'accord sur les objectifs. Et c'est vraiment la brique numéro 1. On le voyait tout à l'heure dans le reportage, on prête au MaaS d'être un outil au service des objectifs d'une politique publique et donc de report modal. Si on veut arriver à atteindre ces objectifs de report modal, il faut comprendre à qui on s'adresse. Qui sont finalement les personnes qui se déplacent sur un bassin de vie qu'on souhaite accompagner vers des comportements de mobilité plus vertueux. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Comprendre, comme vous le disiez, les systèmes de contraintes. Pourquoi ces gens-là, aujourd'hui, choisissent la voiture? Donc il y a une déconstruction culturelle, y compris à faire. Et puis, il faut comprendre quels sont les leviers, et notamment ceux qui sont en main des collectivités, pour accompagner ce changement de comportement. Et c'est vraiment ça le point de départ. Et c'est sur cette base-là, et sur un état des lieux de ces pratiques de mobilité, et de ces cibles finalement qu'on souhaite adresser, de ces personnes qu'on souhaite accompagner vers d'autres comportements, qu'on construira collectivement, collectivité, puisqu'il y en a plusieurs à mettre autour de la table, et opérateurs compris, un système de mobilité intégré, cohérent, et qui aille dans le sens de la politique publique portée sur un bassin de vie. Nathalie Appéré, justement, on l'a vu dans le reportage tout à l'heure, il y a une collaboration qui doit se faire entre public et privé, des entreprises privées qui vont se mêler, entre guillemets, des transports d'une ville, par exemple. Vous, en tant que maire, comment vous appréhendez ces collaborations ? À tous les étages. Je pourrais peut-être prendre un exemple concret. On a à Rennes, depuis plus de 20 ans, ce qu'on appelle un bureau des temps, qui nous permet d'essayer de comprendre ce que sont les usages de la ville et de penser les temporalités. Et la question de la congestion automobile fait forcément partie de ce qui irrite au quotidien. Donc il faut des alternatives et puis il faut essayer de comprendre ce qui peut se passer. Mais la question des transports publics, quand il y a des alternatives où on se sent un peu serré parce que le flux est trop important, est aussi une préoccupation forte. Et on s'est rendu compte, par exemple, que les heures de pointe du matin et les heures de pointe du soir étaient systématiquement aux mêmes horaires parce que tout le monde embauche en même temps, tout le monde débauche en même temps, et comme le gros des mobilités, ce sont les trajets domicile-travail, et bien quand on a compris ça et qu'on peut embarquer des entreprises dans des plans de déplacement de leurs agents qui intègrent la question horaire, eh bien on arrive à travailler ensemble. Et si je continue cet exemple-là, ça a consisté par exemple pour nous sur cette question des déplacements à travailler avec les universités pour que les heures du premier cours ne soient plus à 9h, mais à 9h15. Et là, on résout... C'est très simple, ça paraît pas totalement révolutionnaire. Simplement, ça permet de fluidifier, d'organiser. Donc, la mobilité comme un service, c'est aussi analyser les données, en être garant, mais les comprendre et trouver les petites solutions du quotidien qui facilitent l'organisation d'une ville. Olivier Razon, est-ce qu'aujourd'hui, avoir un MaaS, être une ville qui développe un MaaS, c'est un must-have ou un nice-to-have? C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut...
C'est bon d'avoir un MAS ou est-ce que c'est vraiment bien? Ça fait bien, mais quand je vois l'exemple de Mulhouse, Mulhouse est très cité, mais finalement, 8000 personnes sur une agglomération qui doit en faire 200 000, c'est pas encore beaucoup. Donc peut-être qu'une partie des gens n'en ont pas besoin, parce qu'en fait, on parle toujours de gens qui feraient des trajets très différents, mais en fait, peut-être que une partie des gens font juste un seul trajet quotidien, qui est toujours le même, et finalement, ils n'ont même pas conscience, et c'est ça, en fait, un des sujets, que c'est qu'ils font un trajet. Ils se disent, je vais quelque part et je reviens. Ils n'ont pas conscience forcément de l'environnement. Même ceux qui sont en bus ou ceux qui sont à vélo d'ailleurs. Et donc, je pense que conscientiser tout le monde, attention, les déplacements c'est un truc sérieux et vous n'êtes pas tout seul. Et Michel l'a dit dans l'autre débat tout à l'heure, je trouve ça très intéressant, qui est, en fait, le tout vitesse, non. C'est pas forcément l'objectif. On a chacun des objectifs précis. On voudrait aller toujours plus vite, réussir à ne pas prendre d'autres moyens de transport. En fait, non. On est en collectivité, et se déplacer, oui, il peut y avoir du monde, ça peut être stressant, et c'est pas un truc, on appuie sur un bouton, et puis voilà, on obtient tout. Moi, j'ai trouvé intéressant les ZTL qui se mettent en place, en particulier, vous avez fait ça sur les quais nord de la Vilaine, zone à trafic limité sur les quais nord de la Vilaine, par exemple. Avec les coronapistes dans un voilà, en particulier, qui permettent en fait d'apaiser la ville, et qui disent aux gens un message assez simple, qui est, écoutez, en fait, vous voudriez prendre votre voiture, mais là, ça sera pas possible. Si vous voulez vraiment passer en voiture, il faudra faire un petit peu différemment, vous prendrez un peu plus de temps. Et puis finalement, les gens finissent par s'adapter. Ça me semble au moins aussi efficace qu'un MAS. Voilà. Pour clore cette émission, si demain vous avez les clés pour développer le MAS idéal, quelle option vous privilégiez? Les tarifs, le côté écolo, la multiplicité des transports proposés? Encore une fois, je pense que ça dépend vraiment des objectifs qu'on se fixe. La clé magique serait de pouvoir intégrer l'ensemble des offres, effectivement, et de proposer le tarif le plus adapté à chaque besoin. Je pense que la clé, si on veut atteindre des objectifs de report modal, c'est d'arriver à finalement capter des gens qui sont aujourd'hui des autosolistes, qui ne pratiquent que leur voiture, puisqu'ils ne connaissent pas forcément les alternatives possibles à la voiture. Et donc c'est vraiment ça, je pense, le pari et l'enjeu d'un MAS aujourd'hui. Michel Lusseau. Je vais peut-être surprendre. L'idéal, ça serait de faire un MAS sans MAS. C'est-à-dire de considérer que l'importance de la mobilité, c'est qu'elle concerne tous les aspects de notre vie au quotidien et qu'il faut faire en sorte que tous les acteurs prennent conscience de la complexité des mobilités et trouvent collectivement des solutions en termes de confort, d'efficacité, d'arbitrage, sans qu'on ait besoin d'applications, de cette couche technologique supplémentaire qui pourrait, si on n'y prend pas garde, nous faire croire qu'on a les solutions à un problème qu'on aurait en fait mal posé. Donc un MAS sans MAS, c'est de considérer la mobilité dans tous ses aspects et de faire en sorte que tous les acteurs, sous la conduite de l'acteur public, puissent se retrouver pour faire que les mobilités soient pacifiées et valorisées en tant que telles au jour le jour. De votre point de vue, Nathalie Appéré? Dans le droit fil de ce que vient de dire Michel Lusseau, je crois que ce MAS serait citoyen. C'est-à-dire qu'il puisse à la fois... Être pris en main par les citoyens? Ouais, être attentif à chacun dans ses besoins de mobilité, en même temps que nous rendre garants d'un tout qui fait que la satisfaction de nos seuls besoins individuels, ça ne fait non seulement pas le bonheur collectif, mais à terme, ça fait aussi notre malheur individuel. Donc si on est capable de réfléchir sur de quoi on a besoin, comment on doit évoluer et comment on partage le plus largement possible ces enjeux. Olivier, pas mal de critiques sur les masses, mais c'est un MAS idéal. Tout à fait. Pour compléter, je pense qu'il y a vraiment un enjeu autour des données. Pas seulement de l'anonymisation, mais simplement de qui contrôle, qui les utilise au mieux aussi. C'est pas, parce que c'est compliqué d'utiliser des données. En fait, il faut des spécialistes, il faut des humains. Et donc je pense qu'il y a vraiment... comment on utilise au mieux toutes ces données qui sont... Parce que c'est quand même ça, quand on a des smartphones, c'est aussi... Il y a des opérateurs qui veulent attraper les données. Et voilà, qu'est-ce qu'on en fait et qui contrôle ça? Je pense que c'est essentiel et je pense qu'il faut que ce soit la puissance publique qui contrôle ça. Merci à tous, merci pour votre participation. C'est la fin de cette émission spéciale sur le MAS et sur les mobilités urbaines. Merci à tous ceux qui ont permis sa réalisation. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes de cette série sur l'accessibilité des transports aux personnes en situation de handicap, sur l'hydrogène, sur les voitures électriques. Tout ça est sur lemonde.fr. On vous retrouve bientôt.